Heisei, ne disposant pas assez de soldats pour reprendre son trône, est allé quérir de l'aide auprès de Yotanwa, qui règne sur les hommes des montagnes. Après avoir réussi à pénétrer dans Kanyu, la capitale contrôlée par Seikiyu, Shin et ses compagnons sont confrontés à une armée qui leur est largement supérieure en nombre. Honneur à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review du tome 4 de Kingdom les gars. On continue notre Retro Kingdom. Dans ce début de tome, on va tout simplement pouvoir apprécier la puissance des hommes des montagnes. Et là j'ai kiffé très clairement parce que je m'attendais à ce que les hommes des montagnes soient puissants, mais pas à ce point-là. Ils sont puissants mais aussi résistants et Yotanwa va le prouver. Ils sont littéralement galvanisés par la reine des montagnes. Même des hommes qui étaient au sol, qui s'étaient pris pas mal de flèches, se relèvent et ils arrivent très clairement à reprendre le dessus. On se doute donc que même si les hommes des montagnes sont en infériorité numérique, leur rage et leur envie de vaincre et surtout la motivation que Yotanwa leur insuffle fera en sorte que ils arriveront finalement à égaliser, du moins à équilibrer les forces. Cette scène nous montre d'ailleurs à quel point les hommes des montagnes sont dangereux même pour l'état de Qin. Je veux dire que là, on est dans un contexte d'alliance avec l'état de Qin, c'est-à-dire que Heisei a été demandé de l'aide aux hommes des montagnes, mais si on était dans le cas inverse, c'est-à-dire que si on était dans un contexte de guerre, imaginez les frérots, parce que là, un homme des montagnes, ça vaut 10 soldats de Qin, hein. Je dis ça, je dis rien. Et derrière, on a des Bajio, on a des Taijifu, enfin on a des mecs qui sont quand même assez forts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on est dans un contexte d'alliance, et j'ai même envie de dire tant mieux pour Heisei, parce que je pense que ça aurait été compliqué pour lui. Une guerre contre les hommes des montagnes, je dis ça, je dis rien. En tout cas, c'est toute la puissance des hommes des montagnes qui est démontrée dans la première partie, et j'ai vraiment surkiffé, je le dis très clairement. Ça monte en puissance, en tout cas, à ce niveau-là. Ensuite, on va rejoindre Bajio, Eki, Shin, Karyoten, etc. Ils sont en train de se battre contre des soldats, et ils vont tomber sur Saji, qui lui est assez connu, apparemment dans l'état de Qin. C'est le chef des assassins, c'est le bras droit du seigneur Shi, et en fait, il va donc s'opposer à eux. Il est apparemment extrêmement fort parce qu'il arrive à découper les hommes des montagnes assez comme ça, allez hop, il les découpe, il rigole pas. Donc, Shin va se dresser contre Saji, on se doute bien, Shin c'est une forte tête, donc il n'a pas de temps à perdre, il veut immédiatement se battre avec lui. Le combat est donc dans sa première partie totalement à l'avantage de Saji, c'est normal, il a l'expérience, mais Shin, attention, est en train de monter en puissance. Et qui va arriver, il va essayer, il sera pris d'un sentiment de sauvetage, et c'est normal parce qu'il voit en Shin une forme de rédemption face à Iyu. Il a vu, il sait comment Iyu est mort, c'est lui qui a raconté à Shin les derniers instants de Iyu, donc, et qui essaye finalement d'aller sauver Shin. Il le dira, j'en ai perdu un, je ne veux pas perdre l'autre, mais malheureusement Eki n'est pas assez fort pour combattre Saji, et justement Shin va rentrer dans une colère noire, mais une colère vraiment ouf, et on sait tous que lorsque Shin il est énervé, on a bien vu l'assassin des brutes écarlates, comment ça a fini, hein. Enfin quoique c'est Heisei qui l'a fini, mais bref, on sait que lorsque Shin est énervé, ça rigole pas. Et là justement, il va réussir à rééquilibrer les forces face à Saji. Il y a un moment d'ailleurs qui m'a fait rigoler, c'est lorsque Saji lui dit, tu vois, c'est pour ça que je suis le plus fort du monde, je suis le plus rapide, patati patata. Saji, frérot, alors moi j'ai lu Kingdom, je suis à jour sur Kingdom, frérot, comment tu peux oser dire que tu es l'homme le plus fort du monde? Non mais tu es sérieux? Je peux te citer au moins 20 personnes qui le découpent en 2 minutes. Vraiment. Non, Saji, il faut qu'il arrête, là, le frérot. Il faut vraiment qu'il arrête. Alors, c'est un adversaire qui est fort. Oui, bien évidemment. Je ne le nie pas. Mais dire qu'il est le plus fort du monde, lui, il faut qu'il arrête. Il arrête de fumer la moquette. Là, il fume de la grosse moquette, le Saji. C'est pas possible, frérot. Faut vraiment que tu te calmes. Et de toute façon, Shin va lui prouver qu'il n'est pas le plus fort. Parce que Shin va très clairement reprendre le dessus. Et dans un dernier échange tout simplement surhumain, Shin va l'emporter. Et franchement, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait frissonner. Et oui, c'est une victoire, mais vraiment incroyable de Shin. J'ai même envie de dire que Saji est l'adversaire le plus fort que Shin a affronté, du moins depuis le début de Kingdom. C'est donc la première victoire, on va dire, face à un guerrier qui avait une force qui était quand même reconnu par les officiers, il est connu par Sei, il est connu par Seikiyu, le seigneur Shi, etc., etc. Bref, c'était le chef des assassins, donc c'est pas n'importe qui, Saji. C'est pas un vulgaire assassin, c'est le chef des assassins. Donc Shin vient d'ouvrir officiellement son palmarès, et il débute fort en prenant la tête de Saji. Ensuite, on va avoir une scène que j'ai trouvée plutôt intéressante, c'est la scène où Bajio dit à Shin, écoute, laisse cet homme qui marche. Vous savez, il y avait un homme qui marchait et qui était extrêmement blessé, il a été blessé avec le combat contre Saji, et finalement, Bajio lui dit, écoute, laisse
laisse-le, de toute façon, on n'a pas le temps. On a une mission, il faut accomplir la mission, c'est comme ça. Ça montre toute la difficulté de cette mission, mais aussi toute la dureté des hommes des montagnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pitié. Pour le coup, la mission oblige. Yotanwa les a missionnés pour aller prendre la tête de Seikyu. Voilà, c'est comme ça, ils y vont, ils doivent aller dans la salle du trône, il y a une mission, tu ne t'arrêtes pas. Donc Shin, lui, va essayer de l'aider, mais finalement, ça ne servira à rien. Le mec est mort, le mec est mort. Donc ça montre un peu à Shin toute l'horreur de la guerre. Alors attention, on n'est pas en guerre, mais on est quand même dans un contexte de guerre. Ça montre à Shin toute l'horreur de cette guerre. Et c'est le début pour lui, ce n'est que le début. Mais c'est bien, parce que finalement, nous, on découvre toute l'horreur de l'univers de Kingdom, et Shin aussi, finalement, le découvre aussi. Il le savait déjà un peu, mais là, franchement, il fait face à cette horreur. Et il se voit donc obligé de laisser un compagnon d'armes. Et pour lui, c'est assez frustrant. Ensuite, ils vont enfin arriver dans la salle du trône, et ils vont immédiatement se confronter à Rankai. Rankai qui est juste un monstre, en fait. Ce truc n'est pas humain. Il a été recueilli par Seikyu. Seikyu l'a très clairement malmené, lui a fait subir des sévices qui sont juste incroyables, ce qui fait qu'il a extrêmement peur de Seikyu. D'ailleurs, au passage, Seikyu va nous expliquer son idéologie. Bon, voilà, le mec est très clairement un raciste. Lui, pour lui, c'est le sang pur qui doit s'asseoir sur le trône. Heisei, c'est très clairement pas un sang pur, donc il dégage. Donc, j'imagine pas j'imagine pas ce qu'il va penser de Ryofui. Mais bon, en tout cas, Seikyu est vraiment une enflure parmi les enflures. Il représente vraiment bien un antagoniste, et j'ai même envie de dire un méchant pour le coup, à ce niveau-là en tout cas, parce que franchement, Seikyu est juste ignoble. Sa façon de parler, etc. Quand il dit « vous polluez l'air », ne serait-ce que en respirant à côté de moi, vous polluez l'air. Le gars est juste, mais il est juste ignoble, Seikyu. Les valeurs telles que le mérite, l'honneur, tout ça, Seikyu, il en a rien à faire. Pour lui, tout ce qui compte, c'est le sang. Dès que tu es un sang pur, pour le coup, tu es un noble, tu es un roi, tu es tout ce que tu veux. Mais par contre, dès que tu es un esclave ou même un paysan, voilà, dès que ton sang, selon lui, n'est pas pur, tu n'as rien à faire, ne serait-ce que dans la salle du trône. C'est hallucinant comme façon de penser, mais encore une fois, c'est comme ça. On est dans un contexte de guerre et les rois étaient comme ça. Il va donc y avoir une confrontation entre les hommes des montagnes, et notamment Bajo et Rankai. En tout cas, Rankai se donne à fond pour pouvoir combattre les hommes des montagnes. Bajo va revenir à ses instincts animaux, très clairement, j'ai envie de dire, parce que Bajo, faut savoir que lui, c'était un rescapé d'une ancienne tribu, et finalement, c'est Yotanwa qui a réussi à le calmer. D'ailleurs, Bajo est la seule personne et le seul guerrier qui a réussi à briser le masque de Yotanwa. Ça montre déjà toute la force de Yotanwa et toute la force de Bajo aussi, pour le coup. C'est bien parce que scénaristiquement, on a des personnages qui arrivent, mais on a aussi leur histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Bajo ne déboule pas, il tombe pas du ciel. Non, il arrive avec une véritable histoire, on comprend mieux le personnage, et finalement, il y a une forme d'empathie avec lui. Notamment aussi pour Yotanwa, même si Yotanwa, on n'a pas encore eu vraiment toute son histoire, mais on a une forme d'empathie pour ces personnes des montagnes. Moi, j'aime beaucoup, en fait, j'ai beaucoup aimé leur histoire, leur organisation, tout. Sincèrement, je me suis senti en empathie avec eux, et je trouve qu'encore une fois, Yasuo Isahara l'a très bien fait, parce que les sous-textes sont évidents, on est sur le racisme, le vivre ensemble, etc., et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et Seikyu est l'ennemi parfait qui empêche finalement le vivre ensemble. Lui, le vivre ensemble, il en a rien à foutre, ce mec-là. Lui, c'est le vivre entre sang pur. Voilà, il veut pas vivre avec les autres. T'imagines, il ne veut même pas que les gens respirent à côté de lui. C'est un malade. Bref, ils vont combattre avec Rankai, et Shin va nous faire... voilà, il va se relever. Il était au sol, il était vraiment trop fatigué, il était au sol, et il va se relever grâce aux paroles de Heisei. Et finalement, cette scène, elle est très importante, parce que Heisei devient une forme de guide pour Shin. Tout simplement, il va se relever grâce à la pensée. Il va penser à Heisei, il va penser finalement, Heisei va lui parler dans sa tête, et j'ai trouvé que cette scène était assez... Il se bat pour défendre Heisei, et là, je trouve que c'est vraiment marqué, c'est la jonction, c'est vraiment la preuve ultime que Shin combat pour défendre Heisei. Heisei devient le guide de Shin. C'est son facteur de motivation. J'ai trouvé la scène juste magnifique, et la façon dont Shin se relève, et ensuite ils arrivent à bloquer Rankai, et à la fin du tome, ils le transpercent. C'est juste énorme, juste énorme. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la violence, mais on est vraiment sur une superbe violence. On est vraiment dans... ça casse des têtes, ça explose des crânes. Moi, je kiffe à ce niveau-là. D'ailleurs, je note que le trait de Yasuo Isahara progresse de tome en tome. Je n'en ai pas trop parlé de son trait, mais ça progresse de tome en tome. Et là, moi où j'en suis, je vous dis juste que c'est juste ouf. Donc, que dire sur ce tome 4? Écoutez, ça monte en puissance. Ça monte en puissance. On sent très clairement que là, ça arrive sur sa fin. En plus de ça, on a Heisei qui combat aussi au front. Je n'ai pas parlé dans
cette review, mais c'est quand même déjà extrêmement honorable de la part d'un roi de combattre au front. Il est sur le front. Heisei combat, il est même blessé. Même si les hommes des montagnes et les soldats essayent de le défendre, il est là, il combat. Heisei méritera son trône. S'il y arrive, bien sûr, on verra ça en tome 5, mais il méritera son trône. Il a combattu aux côtés de ces hommes et aux côtés des hommes des montagnes. Il y a un lien qui s'est tissé entre Heisei et les hommes des montagnes, et ce lien est encore peut-être plus fort que ce que le roi Bokuko avait réussi à faire, parce que lui, il a combattu avec eux, et c'est encore plus fort finalement. Et Yotanwa, tu le vois dans ses yeux, elle respecte Heisei, elle le respecte parce qu'elle se dit, mais il combat avec nous, il est là, on va l'aider à récupérer le trône, on va pouvoir vivre ensemble. Il y a un objectif derrière, à savoir l'unification de la Chine. Franchement, c'est juste magnifique à ce niveau-là, c'est impeccable, c'est impeccable. Pour un début d'œuvre, je trouve ça juste magnifique. C'est un premier arc qui raconte énormément de choses. Alors attention, évidemment qu'on va avoir plus puissant derrière, mais pour un premier arc, je trouve que ça pose bien le contexte. Pourquoi? Bah tout simplement parce que déjà, on a un roi qui va aller chercher son trône avec les dents. On a un Shin qui est en train de monter en puissance, qui a déjà pris la tête de Saji. Et attention, on a également d'autres personnages qui sont dans le scénario. On a Eki qui endosse un petit peu le rôle de grand frère. On a Karioten qui, elle, endosse le rôle de la petite sœur. Et on a les hommes des montagnes. Et tout ça, finalement, lorsque tu cumules tout ça, bah, ça donne une frappe monumentale, très clairement. Franchement, on sent que ça monte en puissance de tome en tome. Bon, on verra ce qui va se passer dans le tome 5, les frérots. Je me calme, je me calme. Mais en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé ce tome 4. Moi, personnellement, j'ai aimé. J'ai aimé parce que je prends en compte qu'on est dans un début, c'est le début de Kingdom, très clairement, et on est déjà sur un très très bon niveau, les frérots. Ça monte en puissance, ça va monter en puissance, ça vous le savez, mais c'est déjà pas mal. Surtout quand on connaît la suite, on se rend compte que ces événements sont cruciaux, ils sont important dans l'histoire de Kingdom. Et j'ai même envie de dire que sans ce premier arc, Kingdom ne serait pas ce qu'il est actuellement, très clairement. En tout cas, voilà. Merci à vous, les frérots, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. On se fera le tome 5 qui va normalement clôturer l'arc de la rébellion de Seikyu. Alors attention, je ne dis pas que Seikyu va y arriver ou pas. Je ne vous dis rien, les frérots. On verra ça au tome 5. Hein, on est bien d'accord. Merci à vous et que l'honneur soit avec vous.